Bonjour, bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef du site, et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Hélène. La photo a tout pour marquer les esprits. 3 hommes, 3 régimes, 3 visions autoritaires du pouvoir. Au centre, Xi Jinping, le président chinois. À sa droite, son homologue russe, Vladimir Poutine. À sa gauche, Kim Jong-un, dirigeant de la Corée du Nord. Les 3 hommes avancent d'un même pas sur un tapis rouge, en bonne entente, place Tiananmen à Pékin. C'était mercredi 3 septembre, lors du grand défilé militaire célébrant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce défilé s'inscrit dans une séquence diplomatique plus large. Quelques jours avant, l'Organisation de coopération de Shanghai, un groupe d'entente géopolitique de la région centra-asiatique, réunissait à Tianjin plus d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement. Vladimir Poutine déjà, mais aussi Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde, Recep Tayyip Erdogan, le président turc, ou encore le président iranien. À cette occasion, Xi Jinping l'a dit clairement, il veut une nouvelle gouvernance mondiale, un ordre sécuritaire et économique en dehors de l'Occident et dont la Chine, bien sûr, serait le point central. Alors, Alain, Jean-Marie, j'aimerais qu'on revienne d'abord sur cette photo, sur cette image marquante que j'ai décrite. À qui est-ce qu'elle s'adresse et qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle s'adresse à nous, à l'ensemble du monde occidental, puisque la proclamation qui est faite, c'est une proclamation d'hostilité à l'Occident. Et donc pour cela, il faut renvoyer à un texte qu'Alain cite souvent, qui date, je crois, de février 2022, et qui est l'accord stratégique entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, et qui décrète qu'il faut défaire, au fond, l'ordre mondial tel qu'il a été rebâti au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il faut se défaire de l'idéologie des droits de l'homme, qui est caractéristique du monde occidental. Il faut accepter que les pays aient des zones d'influence. C'est évidemment un plaidoyer de la part de Vladimir Poutine. Et puis surtout préférer l'autocratie à la démocratie. La démocratie, c'est quelque chose d'obsolète. L'autocratie, c'est le régime efficace d'aujourd'hui. Et donc, c'est une déclaration de guerre en bonne et due forme à ce que peut représenter l'Occident, avec de la part de la Chine une vision impériale. La Chine considère que, au fond, il y a eu, entre le XVIIIe siècle et aujourd'hui, une interruption qu'il faut corriger. Jusqu'au XVIIIe siècle, la Chine était le leader, un leader mondial. Et elle entend donc le redevenir. Elle ne se considère pas comme un pays émergent, mais elle se considère comme un pays réémergent. Et donc, voulant retrouver la puissance d'antan. C'est un peu tout cela que mettait en scène Xi Jinping, appuyé en même temps sur un réarmement qui est très très spectaculaire, puisque la façon dont la Chine se dote d'armes modernes, de porte-avions, de missiles, en plus avec une immense capacité de mobilisation, est très impressionnant. Et comme le disait souvent, je crois, c'est Raymond Aron, quand on se dote comme ça d'équipements, il va bien falloir s'en servir à un moment ou à un autre. Et donc la Chine peut être tentée en effet de s'en servir, notamment vis-à-vis de Taïwan. Donc c'est un peu tout cela qui était rappelé avec une idée très claire de ce que doit être la période qui s'ouvre, c'est-à-dire pour la Chine une période de domination. Le 19e siècle a été pour la Chine un temps d'humiliation. Le régime communiste a été un temps de reconstruction. Et le temps d'aujourd'hui, celui que veut incarner Xi Jinping, doit être un temps de domination. Un temps de domination, Alain Frachon, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis tout à fait d'accord. J'ai été consciencieux jusqu'au point de lire l'ensemble de la déclaration de Tianjin, c'est ce port du nord de la Chine, où s'est tenue du 31 août au 1er septembre cette réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai, et c'est exactement l'esprit de ce texte. Ce texte mentionne que, naturellement, les pays de l'OCS, comme on l'appelle, cette Organisation de coopération de Shanghai, c'est une initiative chinoise et russe portant au départ, en 1991-92, sur les questions de sécurité et d'énergie dans l'ensemble de l'Asie centrale. Et la Russie et la Chine étaient concernés. Et puis, il y avait naturellement tous les pays d'Asie centrale
les plus proches, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, mais aussi le Pakistan, et l'Inde s'est ajoutée. Et voilà, il y a comme ça une dizaine de pays qui sont membres de cette organisation. Et comme la Russie et la Chine ont essayé de le faire avec les BRICS, les économies émergentes, mais sans succès, cette fois-ci, la Russie et la Chine ont réussi à ce que la tonalité résolument anti-occidentale de la réunion de l'Organisation de sécurité de Shanghai soit dans le communiqué final. Alors, le communiqué final dit que, bien entendu, on est d'accord avec le système de l'ONU, mais il faudrait qu'il soit un peu plus représentatif. Là n'est pas le problème. En revanche, le problème, ce sont les principes de la charte de l'ONU. Les principes de la charte de l'ONU qui énumèrent un certain nombre de libertés, liberté de conscience, liberté d'expression, liberté de religion, liberté d'aller et venir, bref, un certain nombre de libertés. Et la déclaration de Shanghai dit, c'est très bien, mais il faut ajouter quelque chose. Il faut dire que cela doit se faire dans le respect des différences culturelles des uns et des autres. C'est-à-dire qu'on introduit dans l'interprétation du système de l'ONU un relativisme culturel total, qui fait que vous avez le droit de brider la liberté d'expression si, soi-disant, cela fait partie de votre culture, n'est-ce pas? Vous avez le droit de brider la liberté de religion si ça fait partie de votre culture, et ainsi de suite. Vous remarquerez aussi que la charte de l'ONU ne pose pas la démocratie libérale comme un régime que tout le monde doit adopter. D'ailleurs, le mot démocratie ne figure pas dans la charte, mais la charte énumère ces libertés qu'elle considère comme universelles. Alors la déclaration de Shanghai s'interroge sur cet universalisme. C'est en ça que ce texte est très intéressant, parce que c'est une reprise quasiment du texte du début du mois de février 2022, scellant l'amitié sans limite entre la Chine et la Russie. Et donc, comment interpréter cet universalisme des principes de la charte? La charte estimait, ses rédacteurs, essentiellement des Européens et des Américains, il faut bien le dire, estimaient que ça fait partie des droits de l'homme que de solliciter la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir. Oui, mais, dit l'Organisation de coopération de Shanghai, cet universalisme doit être matiné, doit être nuancé avec le respect des traditions des uns et des autres. Autrement dit, vous pouvez interner 1 million de Ouïghours, non pas pour ce qu'ils ont fait, mais parce qu'ils sont musulmans, si vous nous expliquez que, après tout, c'est comme ça qu'on fait les choses en Chine, et ça fait partie de la tradition culturelle chinoise que d'ouvrir comme ça des camps d'internement pour y mettre des centaines de milliers de personnes, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il faut lire ces textes. Parce que, qu'est-ce qui est important dans ce texte? Ce qui est important, c'est que c'est un discours qui gagne du terrain. C'est un discours qui devient le discours dominant à l'Assemblée générale des Nations unies ou dans d'autres organisations intergouvernementales, même dans les organisations qui sont des filiales des Nations unies. Ce discours devient un discours dominant. Nous n'avons pas à nous laisser imposer l'interprétation des libertés qui figurent dans la charte par les Occidentaux. Et si, après tout, les Tutsis massacrent les Hutus, c'est une affaire culturelle qui les regarde. Et donc, il n'y a pas d'ingérence étrangère à ce titre, pas de sanction de l'ONU à ce titre. Tout cela, il faut changer tout ça. Tout ça, c'était la marque de l'hégémonisme américain, de l'hégémonisme occidental, et il faut en sortir. Ce discours gagne du terrain. Et c'est une façon, si vous voulez, d'enterrer la question des droits de l'homme telle qu'on l'a interprétée, notamment au lendemain de la chute du mur. Voilà un discours qui devient majoritaire dans le Sud global. Et en commentant la déclaration de Shanghai sur le site Le Grand Continent, la politologue Stéphanie Balm avait une expression très juste. Elle disait « Ce discours, c'est la marque du balancement dans un monde post-américain ou post-occidental. C'est autour de la Chine, écrit cette politologue qui enseigne à Sciences Po, que s'organise le monde post-occidental, et non pas autour des États-Unis qui se replient sur eux-mêmes, ni même autour de l'Europe. » Oui, et cet axe anti-occidental, largement anti-américain d'ailleurs, il n'est pas tout à fait nouveau. L'Organisation de coopération de Shanghai existe depuis 2001 et elle succédait à une autre organisation qui était déjà sur la même ligne. Mais ce que vous nous dites, Alain, si je comprends bien, c'est que maintenant, cet axe-là, il a une intensité particulière. Est-ce qu'il est plus fort que jamais? Je ne sais pas si les relations entre la Chine et la Russie, ou bien entre le trio qu'on a vu
à Tianjin, là où se tenait la conférence annuelle de l'organisation de Shanghai, le trio Xi Jinping, Poutine, Narendra Modi, le Premier ministre indien. Je ne sais pas si ces trios sont faits pour durer éternellement, dans la mesure où vous trouverez toujours entre ces trois pays, la Chine, la Russie et l'Inde, des situations conflictuelles qui sont de vieilles situations conflictuelles et qui perdurent au-delà des majorités politiques. On pourrait dire aussi que les Chinois se méfient de la Corée du Nord et que donc le premier trio que vous avez évoqué, Xi Jinping, Poutine, Kim Jong-un, n'est peut-être pas aussi solide qu'on le dit. Mais néanmoins, ces deux images, ces deux trios, le premier marque évidemment que cette organisation de coopération de Shanghai regroupe des régimes qui sont probablement les plus antidémocratiques, les plus dictatoriaux, voire totalitaires même, en ce qui concerne la Corée du Nord, de la planète. Mais la deuxième image, Xi Jinping, Poutine, Modi, mais notamment l'alliance Chine-Inde, on est à peu près au tiers de l'humanité, donc ça compte et ça pèse économiquement et démographiquement et militairement. La deuxième image, elle raconte ce que je disais, c'est-à-dire que voilà un discours qui devient majoritaire. Jean-Marie Colombani ? C'est toute la question, en effet. Alors, après, on peut entrer un peu dans le détail. Par exemple, entre la Chine et l'Inde, je ne suis pas sûr qu'il y ait une alliance de fer. Il y a une alliance de fer entre la Chine et la Russie. Et on voit bien que Vladimir Poutine peut maintenir et perpétuer son effort de guerre grâce à l'aide de la Chine, mais aussi grâce au fait que l'Inde et d'autres pays achètent le pétrole russe et permettent à Vladimir Poutine de financer son effort de guerre. Donc ça n'est pas négligeable. Mais entre la Chine et l'Inde, les choses ne seront pas simples parce que l'Inde fait partie d'un regroupement de pays à vocation stratégique et peut-être militaire qui a été constitué pour justement essayer de contenir une éventuelle expansion chinoise. Et ça, c'était l'œuvre à la fois de Barack Obama puis de Joe Biden. Alors, c'est vrai que Donald Trump a laissé tomber tout cela et donc s'est débrouillé d'ailleurs de façon absurde pour que les sanctions qu'il énonce contre l'Inde suffisent à précipiter le Premier ministre indien dans les bras de la Chine. Mais les intérêts entre Chine et Inde sont quand même assez largement antagonistes, ne serait-ce que parce que l'Inde prendra vraisemblablement la tête d'un regroupement qui sera destiné à faire pièce à l'expansionnisme chinois. Expansionnisme qui, pour le moment, est dans les discours, n'est pas encore dans les faits. Il se dirige évidemment, il est tourné évidemment contre Taïwan et contre l'indépendance éventuelle de Taïwan. Indépendance de fait de Taïwan, mais on se demande toujours à quel moment les Chinois engageront une action militaire contre Taïwan. C'est cela qu'il faut considérer. Pour ce qui nous concerne, nous, Européens, le front principal, ça reste l'Ukraine. Encore une fois, l'Ukraine, au début du conflit, on se disait « oui, mais les Chinois n'aiment pas la remise en cause des frontières ». Or, Poutine commence par remettre en cause les frontières, puisqu'il les redessine à sa main. Et pourtant, les Chinois sont quand même venus au secours de Vladimir Poutine. Ils sont venus à son secours, y compris en déléguant des troupes nord-coréennes pour entrer dans la bataille elle-même. Et c'est ça, pour le moment, le front principal et le front plus préoccupant pour nous, c'est cela. Parce que ça permet à Poutine, encore une fois, de maintenir et de prolonger son effort de guerre. Justement, j'aimerais bien qu'on s'arrête et qu'on creuse encore un peu cette relation sino-russe. Personnellement, je vois bien l'intérêt pour la Russie d'avoir un allié comme la Chine, si fort, si puissant. En revanche, dans l'autre sens, qu'est-ce que Pékin a à y gagner de cette alliance avec la Russie ? Il me semble qu'il y a une asymétrie de la relation assez manifeste. Il y a une asymétrie de la relation. C'est vrai que la Russie est de plus en plus dépendante de la Chine. Elle est dépendante de la Chine, comme le disait Jean-Marie, dans sa guerre. Elle dépend de pièces, de composants de missiles que lui livre la Chine. Elle est dépendante de la Chine qui lui assure une protection politico-diplomatique dans toutes les organisations internationales. Elle est dépendante de la Chine aussi sur le plan économique. La Chine achète le pétrole russe qui permet, comme l'Inde, ce sont les achats indiens et chinois qui permettent à Vladimir Poutine de poursuivre sa guerre. Donc la Chine est un des éléments clés et un des éléments moteurs de la guerre que mène Vladimir Poutine en Ukraine. Et les forces russes ne seraient pas là où elles sont, dans le Donbass, sur la barrière orientale de l'Ukraine, sans l'appui constant financier, politique, diplomatique, militaire de la Chine
quoi qu'en dise Pékin. Alors pourquoi ça? Pourquoi la Chine attache tant d'importance à soutenir son allié russe, y compris dans cette guerre, y compris dans une guerre d'agression où les frontières sont modifiées par la force? Parce que la Chine considère que sa bataille prioritaire pour le reste du siècle à venir, c'est la bataille contre la prépondérance occidentale sur le système international. La Chine est convaincue que les États-Unis, pour ne pas dire l'ensemble de l'Occident, mais disons les États-Unis, veulent l'empêcher de devenir la puissance mondiale numéro un. Or, la Chine aspire à être la puissance prépondérante dans le monde. Et pour ça, eh bien, il faut que cesse la résistance de cette espèce d'hégémonisme américain, ce sont les Chinois qui parlent comme ça, de cette espèce d'hégémonisme américain qui empêche la Chine de faire ce qu'elle veut dans le Pacifique occidental, de s'emparer de Taïwan, qui conteste le fait que les Américains soutiennent la Malaisie, les Philippines et le Vietnam dans tous les conflits territoriaux que ces pays ont avec la Chine. C'est des conflits qui portent sur des îles et sur des îlots dans le Pacifique occidental. Voilà cette situation. Et dans cette bataille contre l'hégémonisme américain, la Chine a besoin de l'allié russe. Membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, sans doute la première puissance nucléaire militaire au monde, la Chine a besoin de l'allié russe dans cette bataille. Elle en a fait sa priorité. Quant à Vladimir Poutine, lui, il n'a pas vraiment le choix. Sa situation serait en grande difficulté s'il n'avait pas bénéficié de l'appui chinois. Alors, est-ce que cette amitié durera? Oui et non, parce que les Chinois sont gentiment en train de coloniser une partie de la Sibérie, les commerçants chinois, et les Chinois sont en train de gagner l'ensemble du marché russe depuis qu'il y a eu des sanctions européennes et américaines contre l'économie russe. Donc voilà une situation assez complexe, mais qui me paraît assez simple, c'est que la Chine estime qu'elle a besoin de la Russie dans sa bataille contre ce qu'elle appelle l'hégémonisme occidental. Il faut voir comment elle mène cette bataille aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode des routes de la soie, qui était une façon pour la Chine d'améliorer son commerce et de retrouver des chemins historiques qui permettaient justement de favoriser le commerce dans ces régions. En fait, on s'aperçoit qu'ils appliquaient exactement une logique économique qui leur avait coûté si cher au moment où l'Occident avait entrepris ce que l'on a appelé le dépècement de la Chine. C'est-à-dire que l'Occident installait des comptoirs et à travers ces comptoirs organisait le commerce et organisait un petit peu la mainmise sur des pans entiers de la Chine. Eh bien, dans l'esprit des Chinois, les ports qu'elle convainquait de se ranger sous la bannière économique chinoise, c'était autant de réédition, au fond, de ces comptoirs, mais cette fois à l'avantage de la Chine et aux dépens des pays dans lesquels s'installait. C'est le cas du port italien de Trieste, c'est le cas d'un port d'une application au Portugal, en Grèce. Le premier port à succomber à cette tentation, ça a été le Pirée en Grèce, et ainsi de suite. Et donc on voit bien que leur démarche est tout sauf anodine et tout sauf dictée par des conditions modernes. Non, ils pensent qu'ils sont là dans un travail de revanche et de réinstallation d'une puissance qui n'aurait pas dû leur échapper. Et c'est ça le combat vraiment de la Chine. Donc ils ont momentanément un allié russe, mais la Russie, une Russie affaiblie, une Russie dépendante, et une Russie qui aura bien du mal à faire face à une immigration chinoise qui se développera, alors même que les territoires russes sont vierges ou vierges de présence humaine. Oui, vous soulignez, Jean-Marie, cette volonté de puissance affichée. Et d'ailleurs, on parle bien là aujourd'hui d'une image tirée d'un défilé militaire. Un défilé militaire, c'est littéralement un affichage de capacité militaire, de démonstration de force. Et ce qu'on a pu voir sur ces images, c'est que la Chine dispose d'une armée largement modernisée, très bien équipée, par rapport au même défilé il y a 10 ans pour commémorer les 70 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que ça doit nous inquiéter ? En tout cas, c'est la manifestation éclatante de ce que la Chine a entrepris depuis de longues années maintenant, une politique de réarmement, d'armement, qui est très spectaculaire, très rapide, notamment dans l'équipement des navires et d'une flotte conséquente. Et ça, c'est pour donc, Taïwan ou c'est pour autre chose ? En tout cas, c'est pour l'affirmation de la puissance chinoise. Et ça fait partie pour eux de cette affirmation. Et donc, ça fait
plusieurs années déjà que la Chine avance à très grande vitesse et à très grands pas vers la constitution de quelque chose qu'on nous a montré, et de façon très spectaculaire, si on n'est pas convaincu qu'à un moment ou un autre, elle se servira de cette puissance. Ça rappelle quand même assez étrangement et assez sinistrement l'avant-première guerre mondiale, où il y avait comme ça une course aux armements qui avait été déclenchée et qui a fini en combat. Et là, il y a une course aux armements généralisée. Les Européens sont obligés de s'y mettre à cause de la menace russe. Les Chinois vont obliger le Japon à se nucléariser, ont déjà conduit l'Inde et le Vietnam à se rapprocher, ainsi de suite. On est dans une période qui évoque quand même de façon assez sinistre un avant-guerre, je trouve. Mais peut-être est-ce trop pessimiste. Écoutez, les Chinois pourront toujours dire qu'ils ne font que développer une armée, une puissance militaire qui correspond à leur poids démographique et à leur force économique. Et après tout, c'est la deuxième économie de la planète. C'est le pays qui produit le plus de richesses au monde après les États-Unis. Et ils ont légitimement développé une armée correspondant à leur poids économique et à leur poids démographique. Après tout, le budget militaire chinois, c'est un secret sans doute, on ne sait pas exactement autour de combien de centaines de milliards de dollars annuels il tourne, il doit être énorme, mais il est probablement pas plus important que le budget militaire américain. Je vous rappelle que les États-Unis dépensent aujourd'hui pour leur défense et le maintien de l'ensemble de leur système de défense dans le monde, 800 milliards de dollars par an. 800 milliards de dollars par an. L'effort chinois n'est peut-être pas très loin de ça, mais les Chinois pourront toujours dire, mais regardez, ce sont des chiffres qui sont en rapport avec notre poids économique et qui ne représentent qu'un pourcentage limité de notre produit intérieur brut. Maintenant, il faut ajouter autre chose. Alors, c'est vrai, ils ont la marine de guerre la plus puissante du monde. C'est vrai, ils sont une puissance spatiale. C'est vrai, ils sont une puissance militaire dans le cyberespace redoutable. Et c'est vrai, ils développent maintenant un deuxième ou un troisième porte-avions aussi, et une aviation qui commence à être extraordinairement pertinente par rapport à ce que font les Russes ou les Américains ou les Européens. Mais il faut ajouter ceci, il faut dire qu'aucune de ces armes n'a jamais servi, donc on ne sait pas trop quelle est leur efficacité. On n'a jamais vu véritablement de manœuvre interarmes, si vous voulez, conjuguant l'aviation, l'espace, les troupes au sol, la marine, etc., manœuvres intégrales qui ont semblé particulièrement performantes. Et enfin, il y a de manière quasi structurelle une relation conflictuelle entre la hiérarchie militaire et le pouvoir politique. Si vous prenez ces 10 dernières années, et particulièrement depuis 1 an ou 2, vous verrez que Xi Jinping ne cesse de changer de ministre de la Défense. Il reste en place quelques mois, et puis ils s'en vont, ils disparaissent, et puis apparaît un nouveau ministre de la Défense. Et de même pour les généraux d'état-major, les généraux de l'état-major. La plus haute hiérarchie militaire change aussi constamment, comme s'il n'y avait pas véritablement une relation de confiance entre l'armée et le pouvoir civil. Je vous rappelle que Xi Jinping, il est le président de l'État, le secrétaire général du parti, et il est le patron de ce qu'on appelle la commission militaire, c'est-à-dire la structure qui commande aux forces armées. Donc, il est aussi le chef des forces armées. Visiblement, il n'a pas une relation facile, ni avec les milices de la Défense, ni avec ses généraux d'état-major. Et le changement, le roulement assez haut niveau de l'armée est quasiment permanent. Ce qui indique là aussi peut-être un doute ou un état d'impréparation militaire, en tout cas une relation difficile entre le politique et le militaire sous la présidence de Xi Jinping. D'une certaine façon, tant mieux. Je voudrais qu'on ait un mot quand même pour finir cet épisode sur la réaction de Donald Trump à ce sommet et à ces événements en Chine. Peut-être était-il vexé de ne pas avoir été invité parmi tous ces autocrates. Il a estimé que Xi Jinping conspirait avec les dirigeants russes et nord-coréens. Veuillez transmettre mes salutations les plus chaleureuses à Vladimir Poutine et Kim Jong-un pendant que vous conspirez contre les États-Unis d'Amérique, a-t-il déclaré
déclaré sur son réseau social. Trump croyait peut-être qu'il s'était mis Poutine dans la poche, encore dernièrement avec cette rencontre en Alaska mi-août dont on a parlé dans un précédent épisode du Monde devant soi. Est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce que le chef du Kremlin est résolument anti-occidental, quand bien même il manigancerait de temps en temps avec Donald Trump dans son propre intérêt? Ça oui, il est résolument anti-européen en tout cas. Anti-européen et soucieux essentiellement de renouer avec les États-Unis une relation d'affaires. C'est le business qui prime. Et c'est vrai que Vladimir Poutine a intérêt à un rapprochement avec Donald Trump, ne serait-ce que pour des raisons économiques. Puis, je veux dire, entre oligarques, ils s'entendent nécessairement de part et d'autre de l'Atlantique. L'ennemi, c'est l'Europe quand même, c'est l'Union européenne. Vis-à-vis de la Chine, Trump est incohérent et jusqu'à présent n'a rien montré. Au tout début de son installation, de sa réinstallation à la Maison-Blanche, il avait lancé une grande offensive contre la Chine avec des droits de douane absolument extravagants. Tout cela a disparu et il ne s'est rien passé de tel. Les droits de douane sont restés les mêmes entre la Chine et les États-Unis. Donc là, il dit, vous complotez contre nous, mais lui-même avait des déclarations très fermes au départ face à la Chine. Et encore une fois, de tout cela, pour le moment, il ne reste rien. Donc il est totalement incohérent. Alors il va bientôt reparler avec Poutine, grand bien lui fasse. Il va certainement à nouveau relancer les choses avec Kim Jong-un. Enfin, tout ça ne débouche jusqu'à présent sur rien, sinon la défaisance progressive de ce qui était la stratégie de ses prédécesseurs, qui était une stratégie de containment, comme les États-Unis l'avaient fait avec les Européens face à la puissance soviétique. Le containment en question a été défait pièce à pièce par Donald Trump, qui n'a qu'une religion, c'est la religion des tarifs. Donc lui, il résout tous ses problèmes par des tarifs. L'appartenance à l'OTAN à condition que les Européens payent leurs tarifs, et ainsi de suite. Donc tout ça me paraît autant de facilité donnée à la Chine d'avancer. Parce que en face, il y a un président à la fois pusillanime et incohérent. Eh bien, on s'arrêtera sur ces mots. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani, merci Alain Frachon. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode du Monde devant soi. Merci Hélène. Merci Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Marius Sor.